Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'abord aux archives départementales de l'Aude de m'avoir permis de faire cette conférence, dans ce cycle donc, qui vient d'être présenté. Et je suis très heureux d'être à Marseillette. Une partie d'entre vous sont des habitants. On a pris pour cette conférence l'étang de Marseillette comme première diapositive, comme première image. Ça va être notre point de départ et vous verrez notre point d'arrivée. Alors de quoi nous allons parler, de quoi je vais essayer de vous parler? Eh bien des étangs, ce qui pourrait sembler un peu particulier dans une région, le Languedoc, où on parle souvent de sécheresse. Mais on va voir que l'étang, en fait, ça fait partie d'un des éléments du patrimoine le plus important de la région. Alors, nous sommes dans... C'est intitulé « La conquête des étangs ». Alors, le terme de conquête, c'est un terme qui, a priori, pourrait être positif, mais on connaît des conquêtes actuellement qui ne sont pas tellement positives. Conquérir, ça peut être pour une bonne chose, ça peut être pour une moins bonne chose. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans une époque où nous avons pas mal de soucis. Nous avons des soucis de pandémie, nous avons des soucis de guerre, et nous avons des soucis d'environnement. Et donc, cette conférence va nous permettre de voir en particulier un petit peu nos soucis d'environnement d'aujourd'hui, et de voir comment ils s'expliquent par, au fond, comment petit à petit, les habitants de cette région, nos ancêtres pour certains, ont agi, ce qu'ils ont fait et comment ils ont transformé le paysage. Alors j'ai mis en exergue de cette conférence, ces étangs dont on va parler sont aujourd'hui des espaces protégés. Ils sont protégés pourquoi? Eh bien, vous voyez deux déclarations récentes qui ont été faites et qui nous disent, on parle beaucoup de la forêt amazonienne, c'est dramatique, mais les zones humides, dont font partie les étangs, disparaissent 3 fois plus vite, et cela ne semble pas émouvoir grand monde. Ou encore, 87% des zones humides mondiales auraient été asséchées depuis 1700. Pire, la vitesse des disparitions aurait triplé au cours du XXe siècle, avec 71% des pertes depuis 1900. Les chiffres, ce n'est pas ça qui compte, c'est l'ordre de grandeur. C'est-à-dire que notre biodiversité, terme qu'on emploie beaucoup aujourd'hui avec raison et justesse, notre environnement est en train de se réduire d'une certaine façon. Il perd de sa variété, donc de sa richesse, et les zones humides, ça en fait partie. Et on va voir comment cette disparition, elle est entre autres due à la conquête des étangs. Alors de quoi s'agit-il? On va d'abord remonter le temps. J'ai fait de l'histoire, j'ai été historien, j'étais prof d'histoire, donc je suis un peu, voilà, moi, le temps c'est quelque chose d'important évidemment, pour essayer de comprendre les choses. Mais avant, cette carte nous montre la situation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez une carte qui nous indique à l'échelle de la France toutes les zones humides qui sont considérées comme ayant une valeur internationale et qui sont protégées à ce titre. Alors, au Languedoc et dans la région Occitanie, on voit qu'il y en a un petit peu le long de la Méditerranée, essentiellement une partie de la Camargue, les étangs qui sont près de Narbonne, l'étang de Leucate, l'étang de Bages, sont des zones protégées. Ce sont des étangs qui existent toujours aujourd'hui et qui font partie de ces zones humides, zones sensibles, fragiles. Et moi, je vais vous parler d'autres étangs qui ont existé, mais qui ne peuvent plus sur cette carte parce qu'on les a transformés. Alors, ces transformations, elles remontent depuis très longtemps, et on va commencer par voir que c'est au fond une attitude des populations qui a toujours existé. Parce que les besoins, à certains moments, réapparaissent.
Et on va voir qu'il y a des exemples dès l'Antiquité, non pas dans notre région, mais dans d'autres régions, mais on va voir que ça nous permet de mieux comprendre les méthodes qui seront utilisées par la suite. Un exemple en Italie, on est là en Italie centrale, c'est un lac qui s'appelait Fucino et qui a été littéralement réduit pour laisser la place à des cultures. Regardez au centre, vous voyez cette petite marqueterie là, on dirait du parquet, ce sont des parcelles cultivées. Et donc, cet étang, on a réduit sa superficie pour pouvoir le mettre en culture. Et on voit sur cette diapositive comment les gens s'y sont pris. Comme cet étang, eh bien, les étangs, si l'eau reste stagnante, c'est parce qu'elle ne peut pas partir. Et elle ne peut pas partir, pourquoi? Parce qu'il y a des rebords qui sont relevés. Et donc, pour évacuer l'eau, comment on fait? Eh bien, il faut faire en sorte qu'on puisse passer à travers ces parois qui gênent. Et donc là, vous avez représenté sur un plan ancien comment les choses ont été faites. Eh bien, ce que l'on voit, c'est qu'on a creusé dans le bord de la cuvette où se trouvait cet étang une immense galerie souterraine. Donc vous avez un petit parti en photo dessus, sur près de 5 km, pour faire transiter l'eau de l'étang vers une rivière qui était un peu plus loin en contrebas. Voilà comment on a fait. Et ça, c'est pas aujourd'hui, ça se passe au 1er siècle après Jésus-Christ. Tout à fait au début de notre ère, il y a plus de 2000 ans. C'est un exemple typique de ce qu'on appelle un travail de Romains. Hein, puisque ce sont les Romains qui l'ont fait. Hein, c'est un travail énorme, impressionnant, qu'ils ont fait et qui fonctionne donc toujours aujourd'hui. Vous avez vu la photo par avant. Deuxième exemple, on change de pays, on va en Grèce. Vous avez là, devant, une étendue parfaitement plane, et derrière, des reliefs rocheux. L'étendue plane, ce sont des cultures. Cette petite plaine était occupée par un lac auparavant, et elle a été asséchée au 19e siècle. Ça, c'est beaucoup plus récent. Et vous voyez donc les cultures que l'on fait à la place. Seulement, les archéologues, un beau jour, sont passés par là, et se sont aperçus que, avant ce drainage qui a été fait au XIXe siècle, il y en a un beaucoup plus ancien dont ils ont retrouvé des traces et qui remonte à l'époque grecque antique. C'est-à-dire cette fois-ci avant Jésus-Christ. Bien plus ancien. Alors, quel procédé est utilisé? Eh bien, en fait, le procédé est un peu toujours le même. Ça, c'est la carte qui représente cet ancien étang dont on vient de voir la photo. Le procédé est toujours le même. Alors j'espère que vous voyez bien, c'est une photo aérienne et qui nous montre, vous voyez, on a l'impression, c'est pas d'échappée de bombe, hein, comme l'actualité pourrait nous y faire penser. Pas du tout, ça c'est beaucoup plus pacifique, beaucoup plus intéressant. Ce sont des sorties de puits qui forment comme des chapelets. Et vous voyez, il y a 3 séries de chapelets. Parce qu'au fond, le problème, quand vous avez 5 km de galerie à faire, comme ont fait les Romains, le problème, c'est d'arriver à l'endroit où vous voulez. Si vous creusez d'un côté, comment vous allez avoir la bonne direction puisque vous ne voyez rien? Pas de laser. Comment on faisait? Eh bien, le procédé, on le voit là, et on le voit mieux sur cette diapositive. Qu'est-ce que l'on faisait? On creusait des galeries verticales. On creusait en descendant, donc ce qu'on appelle des puits, jusqu'à la hauteur qu'on estime être la bonne. Et puis on fait la même chose, 50 mètres, au plus 100 mètres plus loin. Et là, d'un côté à l'autre, on peut s'entendre. On peut entendre le bruit des pics qui forment et ne pas se tromper de direction. Et donc c'est comme ça que l'on faisait. Et c'est pour ça que l'on voit en vue aérienne ces ouvertures de puits. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on revoit sur ce plan toutes ces galeries verticales, je suppose que vous le voyez bien, qui descendent
jusqu'à la grande galerie où il y a l'eau tout en bas. C'est comme ça que l'on faisait. Et donc petit à petit, on faisait ces puits, un par un, qui permettaient de garder à peu près la bonne direction. Un autre avantage, c'est ensuite pour l'entretien. Si vous avez un problème, la galerie se bouche à un endroit, et bien au lieu de faire toute la galerie, vous descendez là où le problème se pose et où il a été plus ou moins repéré. Alors voilà donc comment faisaient, comme on dit, les anciens. Là, ce sont des exemples de travaux qui ont été faits à l'époque antique. Alors, à l'époque médiévale, donc on se rapproche un peu plus tôt, il y a eu aussi des interventions dans certaines régions pour gagner, là aussi, des terres, pas forcément toujours sur des étangs, mais aussi sur des marécages. Alors, il y a des exemples très célèbres, c'est ceux des Pays-Bas, qui est une région en dessous du niveau de la mer, beaucoup d'eau. Donc les habitants de cette région, pour eux, s'ils veulent vivre, il faut qu'il y ait plus de terre. Et donc on va résumer par ce petit schéma comment on passe en haut d'une terre marécageuse avec beaucoup d'eau, avec progressivement une mise en valeur pour arriver tout à fait en bas à une mise en culture. Et en gros les étapes c'est simple, si on part d'une zone qui n'est pas en activité, qu'on n'utilise pas, on commence par mettre des canaux. On y met des troupeaux, des animaux, qui vont exploiter, enrichir cette terre, et puis, progressivement, on va passer au stade de l'agriculture. C'est ce qu'on essaie de vous montrer là. Je vous avais montré un exemple dans les Pays-Bas. Là, je vous donne un autre exemple aussi qui est assez connu en Europe du Nord, c'est en Angleterre. Les côtes d'Angleterre, il y a beaucoup de côtes d'Angleterre qui ressemblent à la Camargue. Et donc, ces espaces ont été eux aussi aménagés, mis en valeur avec des canaux afin de permettre donc de cultiver plus d'espace. Alors, et le Languedoc. Alors, titre donc qu'on ne trouve peut-être pas dans tous les manuels concernant le Languedoc. Le Languedoc, c'est une terre d'étang. Alors, bien sûr, il y a les étangs que nous pouvons voir l'été quand il fait bon pour aller au bord de la mer. Ce sont les étangs du littoral. Ce sont les seuls qui existent encore aujourd'hui. Ils sont au bord de la mer. Le plus grand, c'est l'étang de Thau. Vous avez aussi l'étang de Bobbio, l'étang d'Or et bien d'autres qui parsèment tout le littoral de la côte du Languedoc. Ceux-là sont toujours, ils existent toujours, d'une part parce qu'ils sont très grands, très vastes, et que les gens qui vivent autour de ces grands étangs, ils voient beaucoup d'intérêt au niveau de leur exploitation. La pêche, l'ostréiculture, etc. Et donc il y a un intérêt à garder ces étangs. Mais dans le passé, les choses étaient un peu différentes. Il y avait non seulement ces étangs du littoral, il y avait aussi des étangs à l'intérieur de la plaine languedocienne. Là, vous avez un site qui est très célèbre, qui est celui de l'Oppidum dans ses ruines. Vous êtes peut-être déjà allé. Si vous n'êtes pas allé, ça va bientôt réouvrir. Les gros travaux de l'aménagement qui sont en train de se faire, qui modernisent le musée, qui vont rendre la visite plus intéressante. Et donc l'Oppidum, c'était des anciens villages, des anciennes villes fortifiées avant l'arrivée des Romains. C'est le site que vous avez au premier plan. On voit les chantiers de fouilles sur le côté, tout autour, sont en train de se faire. Et puis derrière, vous avez ce paysage qui est très célèbre, qui est celui de l'ancien étang de Montady. Et donc on peut se poser la question, et les gens qui vivaient dans cette ville, dans cet Oppidum, avant l'époque des Romains, qu'est-ce qu'ils avaient comme paysage? Pas celui que nous voyons. Parce qu'on va le dire tout à l'heure, cet étang de Montady a été asséché au XIIIe siècle. Mais on a réussi à retrouver quelques canaux beaucoup plus anciens de l'époque romaine. Donc voilà un exemple de paysage qui a bien changé, qui n'a pas du tout été le même à d'autres époques. Et Montady n'est pas du tout... enfin si, c'est un cas unique parce que sa forme est unique. Mais ça n'est pas unique, je ne vais pas demander de bouger,
Voilà. Mais il n'est pas du tout unique, loin de là. Je l'ai représenté sur cette carte, qui représente donc le Languedoc méditerranéen, depuis le Gard jusqu'à l'Aude. Vous avez représenté par des points noirs tous les anciens étangs qui existaient et qui n'existent plus aujourd'hui, et qui sont de taille un petit peu remarquable. Hein, je ne mets pas toutes les mares, évidemment, qui ont pu exister. Et donc, vous voyez qu'il y en a un nombre considérable depuis la vallée du Rhône, et je n'ai pas marqué le Roussillon, mais il est aussi dans la plaine du Roussillon. Donc, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pourquoi il y en avait-il? Quelle est la raison qui l'explique? Eh bien, aujourd'hui, il y a pas mal de vent, mais décidément, je vais loin, peut-être que je vais déranger. Aujourd'hui, il y a pas mal de vent ici. Aujourd'hui, je viens de Toulouse, je peux vous dire que ça souffle. Là, on est à 100 km/h, et ça permet de comprendre des choses, ça permet de comprendre ça. C'est que là, sur ce petit schéma très simple, vous avez représenté les vents dominants des régions méditerranéennes, le Cers, le Mistral, etc. Et ce vent, lorsqu'il est très fort et très violent, eh bien, dans les zones qui sont sans habitation, elles attaquent les sols. Et là où la roche est solide, ben, la roche reste, et puis là où elle est plus tendre, la roche part, devient de la poussière, et cette poussière s'envole. Et donc l'origine de ces étangs, eh bien, c'est tout simplement des tourbillons creusés par le vent dans des sols qui sont plus légers qu'autour. Et autour, ça résiste mieux. Et donc ces tourbillons qui sont faits font des petites dépressions, et les sols qui sont plus solides autour restent plus hauts. Résultat, ça fait des cuvettes, et quand il pleut, la cuvette se remplit. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, comme il y a beaucoup de vent sur les côtes méditerranéennes, ben, il y a eu beaucoup d'étangs. Voilà. C'est la raison principalement de ces étangs, qui sont en gros là où il y a les axes forts du vent. Alors, à quoi ressemblaient, alors enfin cette diapositive-là, à quoi ressemblaient les paysages de ces étangs avant qu'on veuille conquérir, entre guillemets? Eh bien, c'est un peu ce qu'on voit dans certains qui sont toujours là. Là, par exemple, l'exemple, c'est l'étang de Vindre, près de Béziers. Ce sont des étangs où il y avait beaucoup de roselières, donc de roseaux présents. C'était des étangs aussi, là aussi c'est le même étang, notre vue. C'est des étangs où il y avait beaucoup d'herbes présentes. Et ces étangs étaient donc un mélange, ce ne sont pas des lacs, car ce n'est pas de l'eau seule, c'est un mélange d'eau, de terre et d'herbe. Pourquoi? Parce que les tourbillons qu'ont fait le vent fait qu'en fait ces étangs ont un fond très plat et qu'il y a peu d'eau. Généralement, ces étangs, ils ont 1, 2, 3 mètres, 4 mètres au maximum d'hauteur du niveau d'eau. Donc, il y a peu d'eau, ce qui explique par la suite on peut facilement les assécher. Et en même temps, ça permet à une végétation de pouvoir exister, contrairement au lac. Végétation en superficie. Alors, comment on les repère, ces anciens étangs? Eh bien, pour les voir, il faut monter. Il faut monter, c'est-à-dire qu'il faut utiliser des images aériennes, c'est là qu'on les repère. Parce qu'au sol, on ne voit pas grand-chose. J'en donne quelques exemples. Alors, le premier, je vais le prendre dans les Pyrénées-Orientales. On est à Perpignan, dans la banlieue de Perpignan, à Canoës. Alors, comment se repère un étang? Eh bien, les anciens étangs se repèrent en fait au réseau des canaux, des fossés qui permettent l'évacuation de l'eau. Et qu'est-ce qu'ils ont de remarquable? Eh bien, c'est que la plupart de ces étangs, ils forment comme un éventail. Et donc là, si vous le voyez bien, j'essaie de me déplacer au milieu du fil. Hop, vous avez un fossé, 2 fossés, 3 fossés, 4 fossés. Voilà, ça c'est les fossés, on en met un petit peu partout. On va récupérer l'eau. Tous ces fossés vont se retrouver dans un fossé principal, hop, qui va arriver jusqu'au bord. Voilà, là on est sur le bord.
Et là, ce que la photo aérienne ne montre pas, elle écrase le relief, eh bien, c'est que on va devoir percer. Et donc, on fait un tunnel. On fait un tunnel qui peut faire quelques centaines de mètres, plus, ça dépend du relief. Et évidemment, on va choisir l'endroit du tunnel parce qu'on sait que derrière, il va y avoir une rivière, un petit cours d'eau dans lequel on va pouvoir déverser régulièrement l'eau qui va être dans l'étang. Parce qu'il ne suffit pas d'évacuer l'eau une fois, parce que l'eau, elle va revenir. Dès qu'il y a une pluie violente, ça se remplit de nouveau. Donc il faut évacuer continuellement. Alors voilà donc cet exemple. Et vous voyez comment l'urbanisation de Perpignan s'est arrêtée au bord de l'étang. Pas fou évidemment les Catalans. Vous n'allez pas construire au milieu de l'étang. Sinon vous allez transformer votre maison en habitation amphibie. Même chose pour les Languedociens. Vous voyez, tapez Pézenas. Vous avez Pézenas, la ville de Pézenas, tout en haut. Là, vous avez un peu là, on voit moins bien qu'à Canoës. Plutôt et moins top. Mais ça revient un peu au même. Voilà. L'étang est là. Moi, je ne suis pas assez grand. Mais vous voyez, je suppose l'éventail. Là, hop, hop. Vous voyez, l'éventail qui récupère tout ce qu'il y a dans la cuvette. Ça va partir. Et regardez là. Voilà. Le canal qui récupère tout, qui passe sur l'autoroute, qui récupère tout, et qui va se retrouver ici, à l'Hérault. Et l'eau va se déverser là. Voilà. Et puis le troisième, c'est Montadive. Alors Montadive, là, c'est un mystère pour l'arpenteur qui a décidé de faire ça. Au lieu de faire un éventail, eh ben, il a fait une roue de bicyclette. Alors là, et aucun document ne permet d'expliquer pourquoi il a fait comme ça. Là, le système est différent. Vous avez des rayons, mais au lieu que les rayons partent tous sur un bord, comme dans tous les autres étangs, ben, les rayons ils vont tous vers le milieu. Et là, c'est comme un système de siphon. Tous les rayons vont dans un fossé circulaire tout rond, que les gens ont appelé localement le redundel, normal, et de là part à contre-pente le fossé principal qui récupère toute l'eau à partir du redundel. Et donc ça part là, et là ça va passer en dessous. Ici vous avez l'oppidum dancérus, ça va passer en dessous, hop, et là vous avez une autre galerie souterraine qui va rejoindre plus loin, on le verra, une possibilité aussi d'évacuer l'eau. Voilà, c'est donc du ciel que l'on peut voir ces formes. Et une fois qu'on en a vu deux, trois, on les repère facilement les autres, parce qu'ils ont un peu tous cette même structure. Alors, ce n'est pas qu'une histoire de languedocien et de français, comme toujours, il faut de temps en temps prendre un peu d'écart pour pas croire qu'on est spécialement des originaux ou très différents des autres. Un peu partout dans le monde, on a pensé à des formules de ce type-là. J'en donne juste un exemple. Ici, on est en Indonésie, donc à l'autre bout du monde. Là, les gens veulent faire une rizière. Regardez la rizière, comment ils la font, avec exactement cette forme de montagne. Parce que ça leur convient bien pour faire circuler l'eau dans la rizière. Et le résultat, c'est la même forme. Donc c'est intéressant de voir que des gens qui, évidemment, ne se connaissent pas du tout, ne se sont jamais vus et ont pensé à des solutions comparables pour faire circuler l'eau. Alors, une fois qu'on a vu les images du ciel, bon, ça c'est très bien, mais après ça, si on veut s'intéresser un petit peu, comment tout ça, ça s'est passé? Comment les gens qui veulent comprendre comment ces paysages sont nés, se sont faits, sont transformés, comment on fait? Donc, comment raconter l'histoire des étangs? Alors, je vais prendre l'exemple de Montadive, parce que certains savent peut-être que j'ai travaillé avec beaucoup de collègues sur cet étang. On a fait un travail de recherche pendant une bonne dizaine d'années, avec des géographes, des archéologues, des historiens, et puis les gens de la région aussi, qui nous ont confié leurs archives. Donc, on a appris beaucoup de choses, mais une chose que raconteront jamais les archives en papier, c'est comment le paysage se transforme. En tout cas, les archives de papier disent peu là-dessus.
Et bien là, il n'y a qu'une chose à faire, il faut aller voir dans l'étang. Il faut aller à l'étang lui-même. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Et bien là, c'est le travail des archéologues. Et bien, c'est de creuser dans l'étang. Et de faire ce qu'on appelle des carottages ou des tranchées pour voir l'intérieur de l'étang. Et c'est comme ça qu'on va connaître son histoire. Alors regardez, à Montady, par exemple, voilà une tranchée. La pelle mécanique est arrivée, elle a creusé, elle a fait une ouverture sur 20-30 mètres. On est là juste au pied de l'oppidum, juste au bord de l'oppidum. Là, ça monte derrière, juste derrière, là, au fond. Et là, eh bien, le monsieur qui est là, c'est sa spécialité. Lui, il comprend ce qu'il est en train de voir, comme nous, c'est capable de lire un livre. C'est pareil. Lui, ça lui parle. Et lui, qu'est-ce qu'il voit, par exemple, déjà, là, ce que l'on pourra sur cette photo, c'est que la Terre n'a pas la même couleur. Bon, même si là, dans les conditions de la projection, on ne voit pas les contrastes de façon complète, mais quand même, il y a deux parties bien visibles. Il y a ça. Et ici, ça change à partir de là. Et bien, en gros, là, c'est lorsque domine l'eau, où il y a de l'eau, où la cuvette est plutôt remplie d'eau. Et à partir de là, jusqu'en haut, c'est surtout des sols, c'est-à-dire que c'est sorti de l'eau. Et alors après ça, eh bien, il faut, de façon beaucoup plus fine que je suis en train de le faire, analyser tout ça. Voilà, ça va y aller, vous voyez ce que vous voyez là. On va le transformer, on va faire un schéma. Vous voyez la différence de teinte. Et en gros, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, que les premiers vestiges qu'on trouve le plus profond, c'est en bas hein, de l'écran, les plus profonds, on commence à voir des graines de céréales cultivées, donc il y a des gens pour cultiver. On commence à voir des morceaux de céramique au moment où l'oppidum dans ses ruines est habité. Autrement dit, il y a un lien très fort entre ce qui se passe dans l'étang et ce qui se passe sur l'oppidum au-dessus. Et donc les gens de l'oppidum ont probablement les premiers mis en valeur, cultivés, conquis, pour reprendre le terme du départ de la conférence, conquis l'étang, ou en tout cas une partie de l'étang, pour voilà, en faire quelque chose qu'ils exploitent pour eux. Alors voilà aussi comment on repère dans une tranchée un fossé. Parce que les fameux fossés que je vous ai montrés qui font l'éventail, c'est ceux qu'on voit aujourd'hui. Mais il ne faut pas penser qu'ils étaient là depuis le début et qu'ils n'ont jamais changé. Il y a des fossés qui ont existé et qui ont disparu parce qu'ils n'étaient plus utiles, ou qui se sont comblés. Eh bien, on peut les retrouver. Et là, on le voit on est sur le bord de la tranchée. Et là, vous voyez comme des alvéoles. Ah, hop, vous avez un fossé. Et ce fossé-là, ben, il en recoupe un qui était plus vieux. Là, hop, il l'a recoupé plus profond, il l'a refait plus profond. Parce qu'à un moment donné, on a dû se dire, ah ouais, mais là, ça ne va plus, là. Ça remonte, les limons, le fossé ne marche plus, on va le recreuser. Et on le recreuse, on va le recreuser mieux et plus profond. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait ici. Puis à un autre moment, plus tard encore, eh ben on le refait, mais on l'a fait un peu décalé. Hein. Ouais, il a été refait là. Donc 1, 2, 3. 3 fois ce même fossé, on l'a fait, et pas exactement au même endroit, ou même de la même façon. Bah, voilà, parce qu'à chaque fois, on trouvait qu'il fallait faire comme ça. Mais on voit après ça l'histoire de ce fossé. Alors, la question évidemment qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que les gens ont trouvé utile de ne pas garder les étangs tels qu'ils étaient? Parce qu'il n'y a pas de fatalité. C'est pas parce qu'un étang est à l'état naturel qu'il n'est pas utile. On va le revoir. Et on verra aussi que, bon, ça provoque des opinions contrastées.
Alors, je vais prendre un étang au doigt, un des deux étangs asséchés de Sigean, l'étang de Pissevac, qui est juste à côté de la ville de Sigean, un petit peu au-dessus. Et vous voyez, j'ai plus besoin d'y aller maintenant. Hein. Je pense que vous repérez facilement les réseaux des fossés. Puis le grand fossé au milieu, ça fait comme une feuille. Là. Voilà. Et l'eau, elle part vers le haut. Et donc, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien que cet étang, il est la propriété de l'archevêque de Narbonne, qui a plein de terre du côté de Sigean. Et qu'en 1274, il décide que les habitants de Sigean, eh ben, ils pourront exploiter l'étang à condition de le défricher et de le mettre en culture. Alors, défricher un étang, ça peut faire rigolo quand même. Bon, d'accord, on défriche une friche, une terre, mais pourquoi défricher un étang? Alors, on l'a dit tout à l'heure. Un étang, c'est de l'eau, de la terre, des herbes. Donc, dans l'esprit des gens, eh bien, il faut enlever tout ça, mais c'est enlever aussi la terre et les herbes qui s'y trouvent. Et à condition de le mettre en culture. Voilà, ben, l'explication, elle est là. Et j'ai pris l'exemple de Sigean, il y en a d'autres, on dit exactement la même chose. L'objectif, c'est on a besoin de nouvelles cultures. Essentiellement, on veut cultiver des céréales, du blé, de l'orge, de l'avoine, ce sont les céréales qu'on cultive le plus, et c'est ça qu'on recherche. Alors, du coup, l'étang va se transformer, le paysage n'est évidemment plus le même. Vous voyez aujourd'hui l'étang de Cavaillan, à Fleury-d'Aude, qui évoque encore aujourd'hui l'objectif du départ, c'est-à-dire la mise en culture. Là, cet étang, l'étang de Fleury, est toujours en bonne partie un étang cultivé, ce qui était l'objectif des promoteurs du départ. Alors, la question, c'est pourquoi à certains moments, on décide de mettre en culture. Là, on a vu qu'à Sigean, c'était en 1274, c'est le XIIIe siècle. Le XIIIe siècle, c'est une époque où un grand nombre de ces étangs sont asséchés en Languedoc. Pourquoi? Alors évidemment, l'explication la plus simple, c'est si on met en culture, si on veut faire plus de céréales, bah, c'est qu'il y a des bouches à nourrir. C'est qu'il faut plus de surface cultivée. Ça, c'est la première raison, effectivement. Et les périodes où on assèche les étangs, ça permet de repérer les époques où on a des besoins alimentaires. Et donc, on étend les surfaces. Et en Languedoc, il n'y a plus beaucoup de choix. Il n'y a plus de forêt sur le Languedoc méditerranéen. Et donc, les étangs, c'est parmi les derniers espaces qui restaient. Et donc, on voit bien, hein, si on revient à notre interrogation de départ, ça, sur la disparition de ces espaces, une des explications, c'est ça, c'est les besoins alimentaires. Ensuite, la deuxième explication qui se rajoute, et l'une n'empêche pas l'autre, c'est la spéculation. Pourquoi la spéculation? Parce que lorsqu'on assèche l'étang, les terres qui vont être cultivées, au moins pendant un bon nombre d'années, sont des terres très fertiles, qui produisent beaucoup. Parce que cette terre, le fond de l'étang est très riche. Et donc, on va avoir de bonnes cultures. Et donc, ceux qui font ces opérations-là ont des objectifs aussi de rentabilité. Parce que ceux qui assèchent, ce ne sont pas les paysans qui vont travailler dedans. Ce sont des gens généralement des villes voisines, ce sont les seigneurs qui ont des capitaux pour faire ces travaux, qui sont parfois très importants. On verra ça pour Marseillais tout à l'heure. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils investissent, ils fournissent de l'argent, ils vont payer les gens pour travailler, amener les équipements, le matériel, etc. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont donner ces nouvelles terres à des paysans qui vont travailler. Et les paysans, en échange des terres, vont donner ce qu'on appelle des redevances, c'est-à-dire des revenus en argent ou en nature, à ces personnes qui ont fait l'opération. Voilà. Donc, une des raisons aussi de ces opérations-là, c'est un rapport intéressant sur des nouvelles terres à certains endroits. Alors, comment on fait pour assécher un étang?
techniquement, comment on s'y prend? Quand on se trouve devant l'étang, on fait quoi? Exemple de Montady, encore une fois. Sur cette coupe qui montre bien le relief, l'étang de Montady est juste au-dessus de la pastille rouge la plus haute. La première chose à faire pour faire partir l'eau, c'est de creuser la galerie qui va faire partir l'eau. Et donc, ça marche, voilà. On va creuser donc une galerie, on l'a déjà vu pour l'étang de Canoës, on l'a vu à Pézenas, on creuse une galerie. Alors évidemment, il faut creuser la galerie du bon côté. C'est-à-dire qu'on va commencer par le côté opposé à l'étang. Si vous creusez du côté l'étang, évidemment, vous avez l'eau qui vous rattrape. Donc vous creusez du côté opposé à l'étang, et vous remontez jusqu'à arriver à l'étang. Et une fois que vous avez terminé ça, eh bien vous allez pouvoir évacuer l'eau. Donc dans le cas de Montady, il y a une galerie qui fait 1600 mètres. Et ensuite, vous avez une partie, ce sont les pointillés, qui est à l'air libre, et qui va déverser l'eau dans un autre étang qui est plus loin, dont on parlera après, qui est l'étang de Capestan. Et ensuite, l'eau va être déversée dans l'Aude. C'est un peu plus loin. Alors, je pars des galeries, commencer dedans, ben voilà à quoi ressemble la galerie de l'étang de Montady. Donc, c'est une galerie bâtie, avec un toit en voûte, vous voyez, un chevron. La taille, écoutez, je suis allé dedans, on tient debout, pas plus. On écarte les bras, on touche les murs. Donc, vous voyez, c'est grand sans écran. C'est-à-dire que ces galeries sont efficaces jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'il faut bien les entretenir, sinon ça se bouche relativement facilement. Vous avez un tronc d'arbre qui rentre là-dedans. Voilà. Voilà donc à quoi ressemble cette galerie qui date donc du XIIIe siècle. Ce qui veut dire qu'elle en est quand même à 8 siècles déjà d'existence. Bon, de temps en temps, elle a été retravaillée. Là, je vous ai mis une photo de la partie telle qu'elle était à l'origine. Il y a d'autres parties qui ont été refaites parce qu'elles sont éboulées, elles sont abîmées, etc. Alors maintenant, vous comprenez, ce sont les fameux puits qui ont permis de faire la galerie, vue par en bas. Hein, les photos sont prises à l'intérieur de la galerie, et là, vous avez vu vers le ciel. Voilà à quoi ressemblent ces cheminées, ces puits, qui ont permis de faire petit à petit la galerie des temps. Alors, une fois que vous avez fait la galerie, vous avez évacué l'eau. Une fois que vous avez évacué l'eau, ben, vous n'avez pas terminé le travail. Après, il faut faire les parcelles à cultiver. Bon. Alors, comment on fait? Là, on a un arpenteur, donc quelqu'un qui s'occupait d'aller sur le terrain et de tracer les lignes et de faire les bornages, qui vivait au XVe siècle à Arles, qui s'appelle Bertrand Boisset. Ce Bertrand Boisset, il avait plein de qualités. Non seulement il savait bien faire les choses, mais en plus, il a écrit un traité pour dire comment il faut faire, pour arpenter, pour tourner. Et en plus, il savait dessiner. Ça, quand même, c'est exceptionnel. Et ces ouvrages qu'il a écrits sont pleins de petits dessins où il explique comment faire. Là, par exemple, il habite à Arles. Donc, à 3 km, il a la Camargue. Donc, les étangs, il connaît. Et de temps en temps, il faut borner et délimiter des parcelles dans la Camargue. Et donc, il explique comment il faut faire lorsque vous êtes dans une zone un peu marécageuse, où il y a un peu d'eau, un peu d'herbe haute, etc., pour repérer les distances. Donc, vous voyez, il se représente, c'est lui, là, au milieu de... Il est représenté comme des roseaux, l'eau, avec des petites ondulations. À ses pieds, ce grand morceau rouge, c'est ce qu'on appelle les agachons. C'est ce qu'on mettait à côté des bornes, qu'on fichait en terre tout autour des bornes, afin qu'on ne les déplace pas. Parce qu'un des sports favoris des gens apparemment, c'est de déplacer les bornes. Vous connaissez l'expression déplacer les bornes. On l'a déplacé évidemment en disant mais non, elle a toujours été là. Donc on mettait ça, ces agachons, pour bien dire que la borne était là, elle ne devait pas bouger. Donc il l'a à ses pieds, et avec cette hampe qu'il s'est fait, et une sorte de branche, ça lui sert à reorienter avec le vent. En Camargue, avec le Mistral, c'est facile, hein, pour repérer où est le vent.
Et donc c'est la façon qu'il trouve pour orienter la direction de ce qui va devoir être ensuite la limite qu'il va devoir tracer ou la borne qu'il devra poser. Autre dessin. Là, il nous montre comment il faut faire si vous vous trouvez avec une forme circulaire. C'est l'exemple de Montagny, par exemple. Il dit, voilà, vous voulez faire un parcellaire en rayon, c'est le cas de Montagny, bon, il ne le connaît pas, lui, il est en caméra. Il peut faire un truc qu'il peut faire. Et ben voilà, il dit comment vous faites. Vous mettez au milieu, là, ici, vous mettez au milieu de la surface. Vous mettez en bordure du cercle un piquet, un pal, et à partir de là, vous allez planter des pales alignées sur le piquet qui est au bout. Et donc, de là où vous êtes au milieu, vous devez voir un seul piquet. Si vous n'en voyez qu'un seul, c'est bon, c'est aligné. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à tracer le fossé sur cet alignement. Et vous faites comme ça sur tous les temps. Voilà ce qu'il est en train d'expliquer au-dessus. C'est sa méthode de travail. On est au XVe siècle. Et on voit qu'à Montagny, au XIIIe siècle, on avait déjà utilisé cette technique. Alors, une fois que ça s'est fait, on a presque terminé, mais pas tout à fait. Il reste après ça, eh bien, à répartir les terres entre les exploitants. Je redonne l'exemple de Fleury, donc entre Béziers et Narbonne. Voilà la photo aérienne de l'étang de Fleury à droite. Et là, on a conservé un document de 1514 qui montre comment on a partagé les parcelles entre les gens qui étaient intéressés à exploiter. Il y avait 13 personnes qui étaient intéressées. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce plan. On a découpé les parcelles telles qu'elles étaient. Vous les retrouvez là aujourd'hui. Pas exactement pareil, enfin bon, pas loin quand même. On faisait des lots. Donc, il y avait la parcelle A, la parcelle B, la parcelle en numéroté. Et puis ensuite, il y avait le tirage au sort des lots. Et donc, chacun des 13 avait 2, 3, 4 parcelles réparties dans l'ensemble de l'étang. Et chacun avait donc un lot équivalent. Puis après ça, vous négociez entre vous si vous avez envie. Mais au départ, ça se faisait comme ça. Voilà ce que représente ce plan qui est à gauche. C'est le plan qui a servi à répartir les terres. Et après ça, il n'y a plus qu'à travailler. Autre exemple, vous voyez, c'est l'étang de Montagny. Vous avez là un plan du XVIIIe siècle qui représente l'étang de Montagny avec toutes ces petites parcelles en rayon de bicyclette. Chaque parcelle, comme elle avait une forme en triangle très effilé, les gens appelaient ça des pointes. Donc, j'ai une pointe à l'étang, j'ai 2 pointes à l'étang, j'ai 3 pointes à l'étang. Et donc là, sur ce plan, on a fait le dessin avec toutes les parcelles et à l'intérieur le nom de chaque propriétaire. Alors, c'est pas pour s'amuser qu'ils ont fait ça, il y avait un procès. Il y avait 2 propriétaires qui n'étaient pas d'accord sur mais non c'est à moi, mais non c'est à moi, je le tiens depuis X, depuis Y. Et du coup, pour résoudre le problème, on a fait le plan pour bien mettre d'accord sur qui et quoi. Et du coup, ça me permet d'aborder une question, c'est qu'on n'est pas toujours d'accord avec les affaires d'étang. Et je dirais même plus, il y a vraiment, socialement, des points de vue bien différents sur la nécessité d'assécher un étang ou non. On va voir à travers un exemple, celui de l'étang de Pézenas. Alors l'étang de Pézenas, on a conservé un certain nombre de documents qui racontent un peu des choses qui sont un peu toujours les mêmes et qui montrent les conflits. 1280, 2 habitants de Pézenas doivent une amende pour le troupeau qui dépaissait la nuit dans la condamine des Templiers à l'étang. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'étang était possédé à cette époque-là par cet ordre militaire qu'on appelait les Templiers. C'était eux les seigneurs de l'étang, les propriétaires. Et donc, il y a 2 habitants du village qui ont pris une amende parce que le troupeau est venu dans l'étang. Et donc, on voit bien le conflit d'intérêts.
Regardez, 1300, amende pour avoir ramassé des herbes pour les bestiaux dans l'étang des Templiers. Deuxième type d'amende, on ramasse de l'herbe. 1334, je ne vais pas tous les faire, il y en a déjà 3. Accord entre les habitants de Pézenas et les hospitaliers pour les troupeaux des premiers, donc les habitants, un passage à un pâturage autorisé à l'étang. Par derrière, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, ça raconte que si vous asséchez un étang, eh bien, il n'y a plus les herbes et les pâturages pour les troupeaux. Et en particulier pour les pâturages et les troupeaux, des gens qui n'ont pas de terre eux-mêmes et qui ont des pâtures communes où on peut aller, où tous les gens peuvent aller, sur l'accord du Seigneur, vous pouvez y aller, vous amenez vos bestiaux là, et c'est une fois que l'étang est drainé, cet espace disparaît. Et donc, les amendes et les gens qui y vont quand même montrent que les gens n'ont vraiment pas le choix et qu'il n'y a que là qu'ils peuvent aller à proximité de chez eux. Et donc, ils se payent une amende parce que maintenant, l'étang est cultivé. Et donc, les seigneurs de l'étang disent désolé, maintenant c'est la culture, vous n'avez plus rien à faire ici. Et donc, par derrière, on voit qu'en fait, ces conquêtes d'étangs, tout le monde n'a pas le même intérêt par derrière. Qui y a intérêt? Le Seigneur. Parce qu'il y aura plus de redevances qu'il y en avait auparavant. Auparavant, il n'y avait pas. Donc, il va avoir des revenus en tant que Seigneur. Ceux qui acquièrent les parcelles dans l'étang, que ce soit les gens des villes, ou même les paysans qui exploitent et qui vont avoir de nouvelles terres, ceux-là sont du côté favorable. Et puis, il y a ceux qui sont défavorables à ces opérations. Ce sont les gens qui, parmi les habitants du village, ont peu de moyens, peu de choses, n'exploitent pas dans l'étang, et donc perdent un espace commun qu'ils possédaient. Donc c'est cette perte d'espace commun qui explique cet exemple de Pézenas. Regardez à Sigean, il y a un peu les mêmes histoires à Sigean. 1595, le dessèchement de l'étang par Henri d'Autemar provoque des dégâts en aval. Alors voilà un autre problème. Accord avec les habitants pour l'entretien des fossés et de la martelière. La martelière, c'est un système de vanne qui permet de faire passer l'eau, de l'arrêter. Alors, autre problème qui arrive, c'est que quand vous changez un système hydraulique, d'accord, c'est bien, c'est ce qu'on appelle artificialiser les terres. Vous les transformez, vous les faites vivre autrement. Et là, avec tout ce système de drainage, vous faites partir de l'eau. Et oui, et vous la faites partir. Mais tout ne se passe pas toujours de façon clean et sans problème. Lors des périodes de grosses crues, ces eaux qui partent, il arrivait qu'elles inondent les terrains qui étaient plus bas. Et donc, il y avait parfois des habitants, des gens qui étaient pénalisés par ces arrivées d'eau qui pouvaient arriver de façon très violente parfois. Donc là, vous voyez, c'est ce qui arrive à Sigean. Et on retrouve ça encore au XVIIIe siècle, dégâts provoqués par le dessèchement de l'étang. Donc, en un mot, si vous êtes en aval d'un étang qui vient d'être drainé, eh ben voilà, vous faites partie aussi des gens qui risquaient d'avoir des soucis. Alors, s'occuper des étangs, on vient de le voir à l'instant, c'est pas si simple que ça. Il ne suffit pas de creuser, de faire l'étang, et puis voilà, vous cultivez, puis c'est terminé. Regardez cette photo de Montady. Elle est prise en 2003, mais j'aurais pu prendre d'autres années. Au moment de l'automne, les grosses pluies d'automne, parfois elles sont très violentes. Et bien, si les galeries d'évacuation ne sont pas bien entretenues, et bien l'eau ne part pas. Et là, l'étang de Montady redevient en eau, comme il l'était à l'origine. Vous avez là vu l'étang de Montady en 2003, qui aurait pu être celle d'avant le XIIIe siècle. L'étang se refait. Pourquoi? Parce que la galerie qu'on a vue tout à l'heure va être trop petite, puis probablement... Donc, en un mot, ça veut dire par derrière que pour que ça marche, ces opérations-là, il faut énormément de solidarité. Il faut que tous les propriétaires entraident leur fossé et que les communautés fassent surveiller ce travail d'entretien. Sinon, eh ben, voilà,
regardez quelques chiffres pour vous montrer que le travail de l'entretien est un travail important. Dans l'étang de Montady, l'ensemble des fossés, ça représente à peu près 125 à 130 km. Tous les fossés. Du travail, hein. Dans la documentation, on a repéré au XVIIe, XVIIIe siècle, vous avez là des chiffres qui montrent pour plusieurs années combien de mètres on a nettoyé, on a entretenu. Vous voyez, pour chaque année, on a 1 à 2, à 3, à 4, à 5 km d'entretien. Alors, entretien, qui entretient? Les petits fossés à côté de sa parcelle, c'est le propriétaire qui doit le faire. Les deux qui sont nettoyants, c'est leur travail. Par contre, les grandes parcelles, c'est l'ensemble des propriétaires qui doivent s'en occuper. Et pour la galerie, c'est pareil. Vous voyez, j'ai marqué en bas, travaux de curage et de réfection des sections bâties. Et régulièrement, ça revient, régulièrement, il faut entretenir, réparer, etc., parce qu'il y a des problèmes. Alors, on va terminer par un point qui montre que si la conférence était intitulée « Du Moyen-Âge au XIXe siècle », c'est parce que ces opérations de drainage, c'est loin de marcher du premier coup comme ça. Et que même avec toute la bonne volonté des gens, on n'y réussit pas tout à fait de façon évidente. Pourquoi? Parce que tout simplement, on veut modifier un milieu naturel. Et que le milieu naturel, il résiste. Et donc, c'est ce qu'on va voir. Voilà. C'est un peu cet affrontement entre milieu naturel et société que raconte un peu cette histoire. Je prends 3 exemples. Le premier, c'est celui de l'étang Douveillant, qui était appelé l'étang Salé, parce qu'une de ses richesses importantes avant qu'il soit drainé, c'était l'exploitation du sel. On a plusieurs documents sur l'exploitation du sel, et même la répartition de parties de l'étang pour que chacun puisse avoir une saline. Donc c'était vraiment une ressource importante, à l'époque médiévale, et les habitants de Douveillant ont tenté, au Moyen-Âge, de le drainer. Ils ont fait ça en 1305, on ne va pas lire le texte, mais juste pour vous montrer un petit peu comment il y a en gras le nom de tous les gens qui ont obtenu une partie de l'étang. Donc vous voyez que la répartition se fait sur beaucoup de gens, à qui on attribue des parties de l'étang, et après c'est à eux à mettre en valeur les nouvelles terres. Et bien apparemment, l'étang Douveillant, ça n'a pas marché. Et donc ce que l'on voit aujourd'hui, c'est pas l'assèchement qu'ont fait les gens en 1305, là, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est un assèchement qui a été fait, comme c'est marqué en dessous, au milieu des années 1860, c'est-à-dire un demi-millénaire plus tard, 500 ans plus tard. Donc, premier exemple rapide de tentatives qui n'aboutissent pas toujours. Deuxième exemple, l'étang de Capestan dont je vous ai parlé plusieurs fois. Alors l'étang de Capestan, voici une photo actuelle. On le repère sur cette photo, c'est tout ce qui est en vert foncé. Toute cette grande pastille en vert foncé. Sur cette carte du XVIIIe siècle, carte de Cassini, qui est une carte très connue, qui concerne toute la France, on voit que l'étang de Capestan, il est tout à fait à gauche, il est complètement en vert, comme l'étang de Marseillenne qu'on a vu tout à fait au début. C'est-à-dire qu'il est en eau. Alors que l'étang de Montady, qui est plus haut, presque en haut de la figure, il n'y a plus rien. Ben oui, depuis le XIIIe siècle, il a été drainé. Donc il n'est plus représenté sur la carte. Donc Capestan, on voit qu'au XVIIIe siècle, il est encore en eau. Alors, pourquoi est-ce qu'il est resté si longtemps en eau? Eh bien, c'est la même histoire que à Douveillant, ce sont les salines. C'est le sel. Et le sel est une véritable richesse dans une économie, dans une société pour qui le sel, c'est capital pour la conservation des aliments. Donc, avoir des salines, c'est une grande chance. Et lorsqu'on peut exploiter une saline, on en profite. Là, la saline, elle est possédée, l'étang est possédé par l'archevêque de Narbonne,
Et donc on a plusieurs documents, vous voyez, qui sont marqués là, qui montrent très bien que pendant très longtemps, on a exploité les salines. Et donc là, il n'est pas question d'assécher. Mais non. Pas question d'assécher. Et les choses se font naturellement. C'est-à-dire que l'été, lorsqu'il y a la grande sécheresse, l'eau s'évapore, on récupère le sel. C'est ce qui se passait au Veillant. Et peut-être aussi à Marseillette. Alors, comment, malgré tout, cet étang de Capestan était plus ou moins drainé? Vous voyez, il n'y a rien au Moyen-Âge. Ça commence qu'aux années 1600. Aux années 1600, on commence à vouloir le drainer parce que le sel joue un rôle différent et on peut s'approvisionner plus facilement en sel qu'aux époques précédentes. Donc l'étang devient moins intéressant. Donc on cherche à l'éliminer et à le remplacer par des cultures. Alors on commence, il y a des tentatives donc au XVIIe siècle qui n'aboutissent pas complètement. On s'y remet au XVIIIe siècle, ça n'aboutit pas non plus. Et au XIXe siècle, là, je résume ce que j'ai indiqué là, on fait encore des travaux, mais on n'est jamais arrivé complètement. Et donc l'étang de Capestan, si vous y allez aujourd'hui, c'est un étang très curieux. Il y a des parties cultivées, il y a des parties non cultivées, parce qu'il n'a jamais été complètement drainé. Alors voilà les grands canaux qui évacuent l'eau, vous voyez la taille de ces canaux. Et voilà quelques aspects du paysage de l'étang de Capestan. Donc à la fois des zones cultivées, des zones non cultivées, et là aussi qui pose aujourd'hui de gros problèmes de conflictualité et d'opposition entre les populations, parce que d'une part, il y a les agriculteurs qui veulent valoriser du point de vue agricole l'étang, et puis il y a les chasseurs qui veulent au contraire garder des zones pour pouvoir pratiquer la chasse, et puis il y a les gens qui tiennent à garder cet espace le plus naturel possible, et donc il y a très régulièrement dans cet étang aujourd'hui des opinions contraires, parfois on s'entend bien, parfois on s'entend beaucoup moins bien, sur ce qu'il faut faire de cet étang. On va terminer avec Marseillette. Alors, Marseillette, c'est un peu l'exemple parfait de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire sur un drainage sur le très longtemps. Alors, voici la photo aérienne. La photo aérienne, eh bien, elle est un peu comme tous ces étangs dont je vous ai parlé, c'est-à-dire avec une série de grands fossés. Et qui partent par un émissaire principal qui va jeter l'eau dans l'eau. Voilà, comme tous les autres. Alors, on a vu cette image tout à fait au début. Comme pour l'étang de Capestan, on voit que l'étang de Marseillette, au XVIIIe siècle, il est en eau. Ce qui veut dire que pendant longtemps, il est resté comme cela. Alors pourquoi? Eh bien parce que, comme à Capestan, il a fallu beaucoup de temps pour réussir à assécher cet étang. Qu'est-ce qui a fait que c'était compliqué? À Marseillette, plus qu'ailleurs, c'est d'abord que l'étang est très grand. 2000 hectares, c'est le plus grand. Donc déjà, une entreprise plus compliquée. Deuxième problème, il n'y a pas un seigneur, mais il y a 4 seigneurs autour de l'étang, avec 6 villages, donc 6 communautés. Et donc il faut mettre tout le monde d'accord pour faire quelque chose. Et donc la première tentative, elle a lieu en 1301-1302. Et là, on a gardé des textes de cette première tentative. Voici un des 2 textes médiévaux aux archives départementales qui raconte cette tentative de la sécher. Alors, on ne sait pas quel était le résultat de la tentative, on ne sait pas si ça aboutit, mais toujours est-il que l'étang, on le sait, un peu plus tard revient en eau. Et même, on a une mention assez particulière, en 1355, 50 ans plus tard, c'est la guerre de 100 ans, il y a une expédition militaire qui est faite par les Anglais, celui qu'on appelle le Prince Noir. Il va de Narbonne de Carcassonne à Narbonne, et il dit qu'il longe un grand étang d'eau douce qui fait 20 lieues de circonférence, et il
continue sa route, il n'est pas là pour décrire le temps. Hein. Mais probablement, c'est une description du temps de Marseillais. Parce que 20 lieues de circonférence, en fait, 20 lieues, ça fait 80 km. Le temps de Marseillais, il ne fait pas 80 km de circonférence, c'est quand même une vingtaine. Et donc, cette mesure approximative peut s'entendre quand même. Et donc, il a peut-être décrit cet étang qui apparaissait quand même assez exceptionnel dans la région. Il n'y en a pas d'autre. Aussi important. Ensuite, vous le voyez sur ce tableau, j'ai mis en rouge les principales tentatives. Il y aura d'autres tentatives, et il faudra attendre le 19e siècle pour que l'assèchement réussisse. Après donc au moins 4-5 tentatives principales. Une des raisons essentielles de la difficulté d'y arriver, c'est les désaccords entre les propriétaires, les seigneurs et ceux qui vont mener les opérations. Ce plan est intéressant puisque c'est probablement le plan qui indique comment ceux qui ont voulu l'assécher voyaient les choses. C'est probablement le plan lorsqu'on a voulu assécher l'étang au XVIIe siècle. Et là, ce qui était un peu compliqué pour les gens, et pourquoi ils n'étaient pas d'accord, c'est comment allaient être réparties les terres entre les communautés et les seigneurs de l'époque. Regardez, en jaune, les traits jaunes, ce sont les limites des territoires des villages. Marseillais, Blomac, Chéry, etc. Hop, forme une étoile très régulière. Mais évidemment, pour drainer l'étang, on ne peut pas suivre cette forme-là en étoile. C'est pas possible. Et donc, vous avez représenté en vert les lignes prévues pour dessécher l'étang. Au XVIIe siècle, ils sont pareils, parce qu'ils sont empoignés sur à qui allait profiter le dessèchement. Et donc, c'était tellement compliqué. Vous voyez, déjà, la carte, le plan lui-même montre la complication du projet. Et en fait, si on est arrivé par la suite, au XIXe siècle, à l'assécher malgré tout, c'est parce qu'à ce moment-là, au début du XIXe siècle, il n'y a plus qu'un seul propriétaire pour tout l'étang. Et c'est lui qui va faire l'opération, et qui va débloquer la situation. Voici l'étang d'évacuation, le fossé d'évacuation, qu'on appelle l'aiguille, comme dans beaucoup d'étangs. Et voilà le résultat final, aujourd'hui. Vous avez donc tous les fossés qui ont été construits avec les trois principaux. Et puis le dernier aménagement qui a été fait, c'est ce qu'on appelle le tunnel de Lodi ici. Tiens, quand on s'est aperçu qu'il y avait un souci quand même, c'est que pour mettre en culture cette immense superficie, il fallait apporter de l'eau et pas simplement l'évacuer. Et donc on a creusé une galerie depuis l'Aude jusqu'à l'étang de Marseillette, qui elle aussi est un tunnel de près de 2 km, pour amener l'eau. Et en plus, ça avait un deuxième avantage, c'était de réduire la salinité des terres, car l'étang de Marseillette, comme à Ouveillan, comme à Capestan et même comme à Montady, sont des étangs où le sel est présent. Alors c'est bien si on exploite le sel, c'est moins bien si on en fait autre chose. Voilà, je vous remets pour quasiment terminer la diapositive que j'avais mise au début. Donc on voit qu'on s'est expliqué un petit peu pourquoi. Eh bien, ces zones humides ont disparu petit à petit à travers les époques. C'est parce que les populations ont cherché à exploiter de façon plus poussée, plus développée, ces zones d'un point de vue alimentaire, parfois pour faire de la spéculation, mais on le voit aussi parfois avec des contradictions, puisque certains ont été perdants, et en particulier ceux qui avaient le moins de biens et qui comptaient sur ces terroirs pour y amener leurs troupeaux. Voilà un petit peu ce que j'essaie de vous expliquer. J'étais très long, et donc je vous remercie de votre attention.